quelques fois que Louis Marcelin, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières en physique, vient nous présenter des conférences. Et puis là, tout à l'heure, j'ai appris que il avait terminé un ouvrage sur justement les limites de la science autour de la problématique dont il va traiter ce soir. Et ça va être un peu un test pour lui de présenter au public, mais il l'a déjà présenté à des gens. Puis, alors ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis Jacques Sénécal a proposé un manuscrit chez Libert, qui est un éditeur souvent en philosophie au Québec, un très bon éditeur. Fait que lui, ça devrait être plus tard, puis on va en reparler. Puis en fin de compte, il va faire sa conférence sur ce sujet-là, sagesse occidentale et sagesse orientale, ou philosophie occidentale et sagesse orientale. Ça, il a déjà donné ça dans des cours. Puis, alors, déjà deux livres qui s'en viennent. Moi, je travaille sur un aussi avec une autre personne, mais on en parlera plus tard. Alors, Louis Marcelin, auteur déjà connu de manuel utilisé dans les universités en mécanique quantique. Quand je l'ai connu, ça fait quand même un peu de temps, il cherchait sur des particules dont je ne comprenais même pas le nom. Et donc, c'est un chercheur à l'UQTR, puis peut-être ailleurs, enseignant pendant très longtemps, maintenant professeur retraité, mais rattaché, je ne me souviens pas du mot, honoraire aussi de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Louis Marcelin, les conférences précédentes, il avait parlé souvent d'actualité en physique, en cosmologie scientifique. Et puis, là, cette fois-là, il se lance dans une réflexion beaucoup plus générale, dont il va nous parler tout à l'heure, et plus proche de la philosophie cette fois-là. C'est vraiment un privilège de le recevoir aujourd'hui. Alors, je vous présente Louis Marcelin. Merci beaucoup, Clément, de cette introduction. Alors, comme Clément vous l'a dit, le titre de ma conférence de ce soir, c'est également le titre d'un ouvrage que j'ai complété récemment. Donc, quelques-uns ici ont vu une version préliminaire. Lorsque j'ai écrit cet ouvrage, en fait, je me suis rendu compte, je me suis presque rendu compte a posteriori, en réalité, que j'avais eu deux motivations pour écrire cet ouvrage-là. Donc, cet ouvrage sur les limites de la science. D'abord, on peut remarquer qu'au cours probablement des 2 derniers siècles, la science a été à la fois valorisée et décriée. Je vais donner quelques exemples. Si on remonte à l'époque des Lumières au 18e siècle, puis un certain courant du 19e siècle aussi, la science était vue de façon très positive et vue de telle façon que l'essor de la science, selon plusieurs, amènerait une forte amélioration des conditions de vie humaine. Mais parallèlement à ça, il y a eu un mouvement chez les romantiques, par exemple, où on a beaucoup moins aimé l'approche déductive ou l'approche mathématique qui était à ce moment-là populaire en sciences. On aimait moins que la science veuille contrôler la nature ou l'expérimenter, la tourmenter, comme disait Francis Bacon. On aimait mieux une approche qui soit une sorte de coexistence pacifique avec la nature. Au 20e siècle, il y a des aspects de la science qui ont été très populaires. La recherche spatiale, par exemple, dans les années 60-70, a eu un très grand soutien populaire aux États-Unis et même ailleurs dans le monde. Encore aujourd'hui, bien sûr, les pouvoirs publics subventionnent la science généreusement. En l'an 2000, la revue Time a désigné Albert Einstein comme la personne du 20e siècle, donc la science valorisée de ce côté-là. Mais d'un autre côté, on attribue aussi en partie à la science des choses comme la détérioration de l'environnement, le danger d'une guerre nucléaire. Le mouvement postmoderne a, en un certain sens, dévalorisé la science au sens où ils ont beaucoup remis en question, bien sûr, la notion de vérité et comparé la science souvent tout simplement à des mythes.
dans certains milieux, on rejette la théorie de l'évolution et on rejette, par exemple, on nie des choses comme le changement climatique. Alors donc, même encore aujourd'hui, la science, on a face à la science, ou les gens ont face à la science des attitudes extrêmement diverses. Et ça a été ma première motivation, donc, dans cet ouvrage-là, de présenter un point de vue à propos de la science qui se situe quelque part entre ces deux extrêmes-là. Ma deuxième motivation a été un petit peu plus égoïste peut-être, de parler de ce qui, depuis maintenant près de 50 ans, me passionne dans la science en particulier, c'est-à-dire l'étude des origines et des fondements. Ces deux motivations-là, en fait, je les ai comme... j'ai réussi à les... En tout cas, je les ai approchées justement du point de vue des limites. Et qu'est-ce que j'entends par limite? J'entends plusieurs choses. Effectivement, le terme limite a plusieurs sens et je joue un peu sur chacun de ces sens-là. Le terme limite signifie, d'abord, ou entre autres, signifie une frontière. On parle de la limite entre deux pays. Donc, c'est une frontière, c'est-à-dire quelque chose qui est une borne entre une chose et une autre. Et donc, ça appelle à évaluer ou regarder ou examiner les relations que la science peut avoir avec d'autres activités humaines ou d'autres activités intellectuelles ou d'autres préoccupations humaines. Donc, limite au sens de frontière. La limite, ça peut également vouloir dire ce qu'on ne peut pas dépasser. Si on dit, par exemple, que la vitesse de la lumière, c'est une vitesse limite, on dit à ce moment-là qu'il est impossible d'aller plus vite que la lumière. Donc, limite ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Et ça fait appel à ce moment-là à des contraintes méthodologiques peut-être. Qu'est-ce que la science peut faire? Qu'est-ce que la science ne peut pas faire? C'est aussi une façon d'examiner ses limites. On peut parler de la limite dans le temps aussi, c'est-à-dire de l'origine. Comment la science a-t-elle commencé ou comment certaines disciplines ou certaines problématiques qui sont étudiées ou examinées en sciences aujourd'hui, comment ont-elles commencé? Donc, limite au sens d'origine. Et on peut aussi entendre limite comme l'endroit où l'on est rendu. Si je dis, j'ai fait une excursion en raquette en fin de semaine, puis la limite de mon périple, ça a été telle chose, c'est là où je me suis rendu. Mais dans ce sens-là, ça n'exclut pas le fait que la semaine prochaine, je puisse me rendre plus loin. Alors, la limite, ça va être ça, là où on est rendu maintenant, mais endroit limite qu'on dépassera peut-être un de ces jours. Donc, c'est un peu sur tous ces sens de limite-là que j'entends jouer ou que j'entends développer l'argumentation. Cet exposé-là va être vraiment un survol. Je vais dire beaucoup de choses dans l'exposé, mais au cours de la discussion, on pourra sûrement approfondir les thèmes qui vous auront davantage interpellés. Alors, je vais commencer brièvement par certaines limites méthodologiques. On peut dire que la science, et ça c'est dès ses débuts, la science recherche des causes naturelles de phénomènes naturels. Et ça remonte au tout début de la science. À mon sens, la science a véritablement commencé au 6e siècle avant Jésus-Christ chez les philosophes milésiens, Thalès de Milet, Anaximandre en particulier. Et justement, chez ces gens-là, il y a une préoccupation d'expliquer des phénomènes naturels par des causes naturelles. Exemple, pour Thalès de Milet, l'eau est à l'origine de tout et la Terre flotte sur l'eau. La Terre flotte sur une espèce de grand océan. Et Thalès dit, alors les tremblements de terre, ça s'explique par des vagues qui sont sur l'océan sur lequel la Terre flotte. Évidemment, de notre point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement naïf, mais remarquez que Thalès donne une explication naturelle à un phénomène naturel. Il ne dit pas les tremblements de terre, c'est la colère du dieu de la mer ou quelque chose comme ça. Il dit les tremblements de terre, ça vient des vagues sur la mer. Anaximandre dit que le tonnerre et les éclairs, ça vient de la collision des nuages. Ce n'est pas la foudre de Zeus ou l'effet d'un esprit malfaisant. Alors donc, dès le début, on recherche dans l'investigation scientifique des causes naturelles à des phénomènes naturels. Et ça, c'est encore comme ça aujourd'hui.
Bien sûr, il y a des choses qui ont évolué, c'est-à-dire que il y a peut-être des sortes de causes qui étaient populaires ou utilisées anciennement qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Bon, par exemple, pendant longtemps, on a considéré que la finalité, ce qu'Aristote appelle la cause finale, ça peut compter pour une explication scientifique. Pour Aristote, c'est une explication des mâchoires du lion, que le lion doit justement manger sa proie. C'est une explication des serres de l'aigle, que l'aigle doit saisir sa proie. Donc, les serres de l'aigle et la mâchoire du lion sont faites en vue de quelque chose pour une finalité. Cette finalité-là est une partie de l'explication de cette chose-là. Aujourd'hui, les scientifiques modernes n'admettent plus les causes finales parmi les causes naturelles qui vont expliquer les phénomènes naturels. En fait, le glas des causes finales, ça a véritablement été donné par la théorie de la sélection naturelle de Darwin, mais néanmoins, c'est toujours le cas qu'en science aujourd'hui, on explique les phénomènes naturels par des causes naturelles. Autre caractéristique méthodologique, la science fonctionne à l'intérieur de cadres conceptuels. Cette caractéristique-là a été entre autres mise en lumière par l'historien des sciences et philosophe des sciences Thomas Kuhn. Ces cadres conceptuels-là, il les a d'abord appelés des paradigmes, après qu'on lui a fait remarquer qu'il utilisait paradigme dans plusieurs sens différents, il les a fini par les appeler des matrices disciplinaires. Mais donc, la science fonctionne à l'intérieur de cadres, mais ces cadres-là n'ont rien d'absolu, c'est-à-dire ils peuvent changer avec le temps. Et contrairement à ce que certains pouvaient penser, en particulier Emmanuel Kant, qui croyait qu'il y avait certains cadres de la réflexion qui étaient absolus, la géométrie euclidienne, la causalité, toutes ces choses-là ont pu être utilisées à un certain moment, mais ne sont pas nécessairement aujourd'hui utilisées de la même façon qu'ils l'étaient auparavant. Pardon. Donc, la science fonctionne à l'intérieur de cadres conceptuels, mais ces cadres-là ne sont pas absolus. Bien sûr, en science, comme dans tout ce qui concerne les phénomènes naturels ou leur explication, on est strictement parlant, on n'est jamais sûr de rien. Ça, c'est le doute cartésien essentiellement. Descartes nous dit on peut tout mettre en doute, sauf à la limite le fait que le fameux « je pense donc je suis » là. Alors effectivement, d'un point de vue fondamental, on n'est jamais sûr de rien, mais néanmoins, il y a, je dirais qu'il y a un certain nombre de choses dont la très grande majorité des gens, dans la très grande majorité des circonstances, ne douteront pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle-là qui doutent que la table qui est ici et que la chaise sur laquelle je suis assis existe véritablement. Alors, on peut, quand on est vraiment dans un esprit sceptique, tout mettre en doute, mais en pratique, il y a un certain nombre de choses dont il n'est pas très raisonnable de douter, et ça me paraît une caractéristique fondamentale du progrès de la science que le nombre de choses dont on ne peut raisonnablement douter s'accroît. Je donne un exemple. Je pense personnellement que la théorie cellulaire en biologie, on ne peut pas vraiment plus en douter que de l'existence de cette table-là. Il y a tellement de confirmations différentes, d'avenues différentes d'arriver à la constitution cellulaire des êtres vivants, que ça me paraît que c'est extrêmement difficile de douter de ça. Il y a plein d'autres choses, par contre, en science, qui sont beaucoup moins établies et dont on va bien sûr douter beaucoup plus facilement. Mais ça me semble donc que c'est peut-être la façon dont la science progresse le plus que d'agrandir le champ des choses dont on ne peut raisonnablement douter. Bon, quelques mots sur la relation entre la science donc, et d'autres champs de la connaissance humaine, c'est-à-dire, ça c'est ce que j'appelais le sens des limites qui correspondent à une frontière, donc une frontière entre quelque chose et quelque chose d'autre. Je vais brièvement considérer quelques thèmes. D'abord, la science et la technique. La science et la technique sont reliées, mais ce n'est pas la même chose.
sciences et techniques, historiquement, ont été largement indépendantes jusqu'à il y a peut-être 200 ans, jusqu'au début du 19e siècle peut-être. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, dans le Moyen Âge, même au début de la Révolution scientifique, les techniciens et les scientifiques, les techniciens j'entends, ceux qui fabriquaient ou amélioraient des processus en vue donc de l'amélioration des conditions de vie d'une part, et ceux qui faisaient l'étude théorique d'un certain nombre de processus naturels, pour ainsi dire, non seulement ce n'étaient pas les mêmes personnes, mais ça ne se parlait, pour ainsi dire, à peu près pas. C'est au 19e siècle que sciences et techniques ont commencé à s'influencer mutuellement. En particulier, la thermodynamique s'est développée en partie à cause et avec le développement des machines à vapeur. Donc, les machines à vapeur ont aidé au développement de la thermodynamique. La thermodynamique a aidé à l'amélioration des machines à vapeur. Et ensuite, la chimie s'est développée en partie pour l'extraction des minéraux, en partie pour les teintures et tout ça. Et donc, avec le 19e et surtout avec le 20e siècle, la science et la technique sont devenues de plus en plus indépendantes. Malgré tout, ça reste deux choses différentes. Ça reste deux choses différentes, entre autres, à cause de leurs objectifs différents. Les objectifs, la science, c'est essentiellement de comprendre la nature, alors que les objectifs de la technique, c'est, entre guillemets, on pourrait dire, de maîtriser la nature. Ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, malheureusement, mais quand c'est pour le meilleur, c'est pour l'amélioration des conditions de vie. Alors, ce sont deux types d'objectifs différents, mais aujourd'hui, l'une ne peut pas exister sans l'autre. La technologie se base sur la science, et la science fonctionne grâce au développement de la technologie. Un autre thème de frontière, ça serait celui entre la science et les valeurs ou la science et l'éthique. Au risque de paraître assez conservateur, je dirais que la principale différence entre la science et l'éthique, c'est que la science recherche le vrai, l'éthique recherche le bien. Bon, évidemment, si je dis que la science recherche le vrai et l'éthique recherche le bien, ça ne veut pas dire que les scientifiques n'ont rien à voir avec le bien. Parce que les scientifiques, c'est des humains qui font de la science et qui font bien d'autres choses aussi. Mais néanmoins, il me paraît que l'objectif de la science, c'est de comprendre les choses telles qu'elles sont. Et ça me semble d'ailleurs que c'est le meilleur service que la science peut rendre au monde en général, justement, que de dire comment sont les choses le plus exactement possible. On va poser des gestes, par exemple, pour l'environnement, pour les soins médicaux, pour l'amélioration des conditions de vie, d'autant meilleur qu'on aura l'heure juste, et donc on saura comment les choses fonctionnent et qu'on regardera les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, souvent, et c'est même contemporain aujourd'hui, il y a, entre autres, dans le monde politique, des mouvements qui ne veulent pas toujours entendre ce que la science a à dire, mais j'ai l'impression que le meilleur service que la science peut continuer justement à rendre à la société tout entière, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des liens aussi entre la science et l'art, ou entre la science et l'esthétique. Si on se plaçait à l'époque de l'art classique, non pas à l'époque de l'art contemporain, j'aurais dit ici encore que une des principales différences entre la science et l'esthétique, c'est toujours donc que la science recherche le vrai, alors que l'art recherche le beau. Aujourd'hui, l'art contemporain ne fait pas que rechercher le beau. L'art contemporain a d'autres visées. En tout cas, on n'a pas exclusivement la visée de l'esthétique ou de la beauté, mais néanmoins, il y a certainement cette relation-là, donc entre science et art classique, et cette distinction-là entre recherche du vrai et recherche du beau. Mais il reste que chez plusieurs scientifiques, et plusieurs scientifiques ont témoigné de ça, il y a une certaine préoccupation esthétique ou une émotion esthétique dont plusieurs scientifiques ont témoigné. Il y a beaucoup de mathématiciens, par exemple, qui vont qualifier certaines théories mathématiques de théories très belles, de théories élégantes,
de structures très, très belles. On a dit de la théorie de la relativité générale qu'elle était la plus belle des théories physiques. Certains ont dit ça, d'autres peuvent avoir d'autres choix. Mais donc, il y a un vocabulaire esthétique qui n'est pas vraiment utilisé, moins pour la technique, mais qui est certainement utilisé pour la science. Et donc, il y a une émotion et un vocabulaire esthétique qui peut être utilisé en science, mais aussi, il reste que, encore là, l'arbitre final reste le vrai. Il y a plusieurs histoires ou plusieurs situations dans le développement de la science où des théories qui semblaient, entre guillemets, très belles ont dû être abandonnées parce qu'elles ne rencontraient pas les faits. Une des plus célèbres, c'est des théories de Kepler pour Johannes Kepler qui voulait rendre compte des distances relatives des planètes au Soleil, et il a fait une construction compliquée d'inscrire les orbites de chacune des planètes dans chacun des 5 solides réguliers de la géométrie des Grecs, le tétraèdre, le cube, le dodécaèdre, l'icocèdre et l'octaèdre. Et donc, en inscrivant et en circonscrivant les orbites à l'intérieur ou à l'extérieur de ces solides-là, il avait une prédiction très, très claire pour les distances relatives des planètes au Soleil. Au moment où il l'a fait, les distances n'étaient pas très bien connues, ça semblait marcher, mais quand on a mesuré les distances plus précisément, on s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Alors, à ce moment-là, le très beau modèle esthétique de Kepler est tombé, faute de s'accorder donc avec les faits. Alors donc, relation entre science et art aussi. Bien sûr, il y a des liens entre la science et la religion. Historiquement, science et religion ont fréquemment, pas toujours, ont assez fréquemment été en opposition. Je pense que les oppositions tiennent largement à des interprétations littérales des textes sacrés, mais certaines, dans le christianisme en tout cas, et je pense aussi dans l'islam, même si je connais beaucoup moins bien l'islam, je pense qu'il y a des courants qui veulent interpréter les Écritures de façon littérale, mais il y a aussi des courants qui interprètent les Écritures de façon plus symbolique. Et dans la mesure où on n'insiste pas toujours sur des interprétations littérales, les conflits sont bien sûr nettement moindres. La science non plus ne tranche pas des questions, un certain nombre de questions que les religions se posent, comme l'existence de Dieu ou la vie après la mort. Ce ne sont pas des choses que la science tranche, fondamentalement, parce que des choses, c'est très difficile d'expérimenter, de faire des expériences là-dessus. Alors, ce ne sont pas des choses que la science tranche, des questions que la science tranche, mais ce sont des questions sur lesquelles, effectivement, les scientifiques peuvent avoir des opinions très diverses. Autre sens de limite, c'est là où nous sommes rendus. Et là où nous sommes rendus, et bien sûr, je n'ai pas l'intention aujourd'hui, je n'ai pas la compétence non plus de vous faire un survol d'où on est rendu dans tous les domaines scientifiques. Je n'aurai ni le temps ni la compétence. Mais ce que je voudrais faire brièvement, c'est indiquer là où la science est rendue en ce qui concerne un certain nombre d'interrogations que les humains se posent depuis toujours. Depuis que les humains ont commencé à penser, les humains se sont demandé d'où venons-nous? Où allons-nous? De quoi sommes-nous faits? Quelle est l'origine du monde? Quelles sont les constituants ultimes de la matière et de tout ça? Et bien sûr, les réponses à ces questions-là ont beaucoup évolué à travers le temps, et je voudrais brièvement vous indiquer quelques-unes des réponses que la science donne aujourd'hui à ces questions-là et comment on y est parvenu. D'abord, de quoi sommes-nous faits? C'est un petit peu une recherche vers l'infiniment petit. Alors évidemment, ces interrogations-là ont commencé, étaient très présentes chez les Grecs, ont peut-être commencé même avant. Vous savez sans doute que chez les Grecs, il y avait plusieurs tentatives de réponse à ces questions-là, sur les
constituants de la matière. Les deux plus célèbres, c'est la théorie des 4 éléments d'Empédocle. L'Empédocle d'Agrigente qui a proposé que tout est fait de terre, d'eau, d'air ou de feu. Mais parallèlement à ça, il y avait la théorie atomique de Démocrite, Leucippe et éventuellement Lucrèce et les épicuriens, qui dit que tout est fait en réalité de très très petites particules invisibles, insécables. Atome, ça veut dire insécable, qu'on ne peut pas briser, qu'on ne peut pas couper. Et donc, petites particules qui constituent tous les objets matériels et qui peuvent différer par leur forme, par leur grosseur, par leur taille. Mais justement, les objets matériels diffèrent seulement par les différentes constitutions des atomes qui les forment et les différents arrangements des atomes qui les forment. Alors, donc, ça, c'est les réponses que donnaient les Grecs. Curieusement, l'atomisme a été, sinon oublié, du moins n'a pas été particulièrement populaire pendant toute l'Antiquité tardive et pendant tout le Moyen Âge. Mais il a ressurgi au XVIIe siècle, à l'époque de la Révolution scientifique, entre autres parce que la Révolution scientifique du XVIIe siècle avait une vision assez mécaniste de la nature. Et bien sûr, une constitution atomique, ça rentre dans une vision mécaniste. Les objets, ce qui explique les objets, ce sont des mécanismes. Alors, d'un point de vue matériel, comme la constitution atomique de la matière, ça rentre bien là-dedans. L'atomisme a progressé en particulier au 19e siècle, où il expliquait un certain nombre de choses, où on a réussi à expliquer, par exemple, le comportement des gaz sous pression par un modèle atomique. Et on a réussi à expliquer aussi de plus en plus la chimie à travers des modèles atomiques. Mais il s'est produit au 19e siècle une controverse qui est assez caractéristique et qui existe encore aujourd'hui dans certains autres domaines. La controverse était de savoir si est-ce que l'hypothèse atomique, les atomes, on ne les voyait pas, bien sûr, au 19e siècle non plus, on ne les voyait pas à l'époque de l'Antiquité, mais même au 19e siècle, on avait des microscopes assez puissants, on ne voyait toujours pas les atomes. Alors, les gens se sont demandé, est-ce que les atomes existent vraiment, ou si les atomes, c'est simplement un genre de modèle mathématique qui nous permet d'expliquer quelque chose, qui nous permet d'expliquer un certain nombre de choses, mais qui n'existe pas véritablement. Alors, c'est la différence, donc, entre une vision réaliste de la science ou une vision instrumentaliste de la science. Alors, les réalistes, dans cette controverse-là, prétendaient que les atomes existent vraiment, alors que les instrumentalistes disaient non, les atomes, ce ne sont qu'une valeur explicative et non pas une valeur réelle. En pratique, pour ce qui est des atomes, la question s'est largement résolue du point de vue du réalisme, entre autres parce que surtout au début du 20e siècle, on a développé une demi-douzaine et même davantage de méthodes de détermination des dimensions atomiques, des tailles atomiques, et éventuellement toutes ces méthodes-là concordaient. Alors, la plupart essentiellement tous les gens ont été convaincus de l'existence réelle des atomes. Au 20e siècle, au 20e siècle, on s'est aperçu que ce qu'on appelait les atomes, contrairement à leur nom, n'étaient pas insécables, parce que dès le début du 20e siècle, on s'est aperçu que les atomes avaient eux-mêmes des constituants. Je ne ferai pas toute l'histoire de ça. Il y a un livre, justement, un très bon livre d'un historien des sciences qui s'appelle Abraham Pais. Le livre s'appelle Inward Bound, porté vers l'intérieur, littéralement, et Pais montre tout les développements de la physique fondamentale du 20e siècle, comme quoi les instruments ont permis d'aller toujours de plus en plus profondément dans la structure des atomes. Alors donc, d'abord, on s'est rendu compte que les atomes étaient constitués de charges négatives qu'on appelait les électrons, qui d'une certaine manière tournaient autour d'un noyau de charge positive. On s'est aperçu que le noyau lui-même était fait de protons et de neutrons.
on s'est aperçu que les protons et les neutrons ne sont pas fondamentaux, mais sont faits de particules qu'on a appelées les quarks. Et toujours est-il que dans je dirais, le troisième tiers du 20e siècle, on est arrivé à un modèle qui s'appelle le modèle standard des particules, qui est peut-être pas définitif, mais dans lequel il y a un certain nombre de particules fondamentales, pas très nombreuses, probablement entre 15 et 20, un certain nombre de particules fondamentales qui, essentiellement, expliquent, semble-t-il, en tout cas dans la limite des connaissances d'aujourd'hui, qui expliquent essentiellement toute la matière et tout le rayonnement qu'on peut voir ou détecter essentiellement par les principaux appareils qu'on a. Je dis tout parce qu'il y a quand même des interrogations. Il y a un certain nombre de problèmes que le modèle standard n'a pas tout à fait résolu, comme il y a différentes, vous avez peut-être entendu parler de la matière sombre ou de l'énergie sombre, là. Il y a différents indices qui laissent croire qu'une partie substantielle de l'énergie de l'univers n'est pas constituée des particules avec lesquelles on est justement familier. Alors ça fait une interrogation à laquelle le modèle standard ne réussit pas à répondre pour l'instant. Et aussi, il y a une partie des théories fondamentales de physique actuelle qui n'entrent pas dans le modèle standard, en particulier la théorie de la gravitation, la théorie de la relativité générale. Donc, on a actuellement un modèle qui explique bon nombre de choses sur les constituants ultimes de la matière, mais ce modèle-là laisse encore la place à un certain nombre d'interrogations sur lesquelles on n'a pas encore, certainement pas de réponse définitive. Bon, une autre question que les humains se posent depuis toujours, c'est quelle est l'étendue, la nature, la grandeur du monde dans lequel on vit. Autrement dit, quel est l'univers dans lequel on vit. Encore là, les premières réponses quantitatives ont été données par les Grecs à ces questions-là. Vous savez que les Grecs savaient assez bien la dimension de la Terre. Les Grecs, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, tous les Grecs cultivés savaient que la Terre était ronde. Et même vers le 3e siècle, on a réussi à déterminer assez bien, si vous voulez, la circonférence ou le diamètre de la Terre. Je pourrais vous dire comment on le fait dans la période de questions. Mais donc, on avait, probablement avec une erreur de pas plus qu'environ 10%, les Grecs ont même réussi à estimer la distance entre la Terre et la Lune, de façon un peu moins précise, mais probablement à 30 ou 40%, peut-être pas plus que 30 ou 40% d'erreur, donc c'était déjà un bon ordre de grandeur. Ils ont été pas mal moins bons pour la distance du Soleil, par exemple. Ils savaient que le Soleil est beaucoup plus loin que la Lune, mais ils n'ont pas réussi vraiment à savoir combien plus loin. Ils croyaient aussi que les étoiles étaient à peu près à des distances comparables aux distances des planètes. Donc, les Grecs avaient une bonne idée de la circonférence de la Terre, de la distance de la Lune, une moins bonne idée de la distance du Soleil, et certainement pas une bonne idée de la distance des étoiles, parce qu'ils croyaient que c'était plus ou moins du même ordre que la distance des planètes. On s'est rendu compte que les étoiles étaient beaucoup plus loin au moment où le système copernicien, le système héliocentrique de Copernic a été de plus en plus adopté vers le 17e, 18e siècle. Parce que dans le système héliocentrique de Copernic, la Terre tourne autour du Soleil, et si la Terre tourne autour du Soleil, bien, au fil des saisons, si les étoiles étaient relativement proches, on devrait voir des mouvements apparents des étoiles les unes par rapport aux autres. Je m'explique. Supposons que je regarde des gens qui sont au fond de la salle, et supposons que je me déplace par rapport aux gens qui sont au fond de la salle, je vais voir que l'orientation relative des visages change. Il y a un visage qui est à droite de l'autre parce qu'il est en arrière. Si je me déplace, il va être plutôt à gauche de l'autre. Et donc, dans le mouvement annuel de la Terre autour du Soleil, si les étoiles avaient été proches, on se serait attendu que les étoiles, il y aurait des effets de perspective qui feraient que les étoiles sembleraient bouger les unes par rapport aux autres. Or, ça n'a pas été observé, ça n'a jamais été observé quand on faisait des observations à l'œil nu. Et pour l'observer, il a fallu attendre les années 1830
alors qu'on avait des télescopes suffisamment puissants pour les observer, parce que ce petit mouvement-là des étoiles, il est essentiellement, il est inférieur à 1 seconde d'arc. C'est-à-dire que les étoiles ne bougent pas plus qu'une seconde. Le changement angulaire des positions des étoiles au fil de l'année, c'est pas plus qu'une seconde d'arc, donc 1/3600e de degré d'arc. Et donc, ça a pris des télescopes importants pour déterminer ça. Une fois qu'on a eu déterminé ça, on s'est rendu compte que les étoiles devaient être au moins à l'unité de distance qu'on appelle aujourd'hui des années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière franchit en un an. C'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est ça qui est une année-lumière. Et on s'est rendu compte que même les étoiles les plus proches étaient à plusieurs années-lumière de nous. Avec le 20e siècle, on s'est rendu compte non seulement ça, mais qu'il y avait des objets qui étaient beaucoup plus éloignés. Et pour faire une histoire courte, essentiellement, aujourd'hui, les dimensions de ce qu'on appelle l'univers observable. Qu'est-ce que c'est l'univers observable? L'univers observable, c'est... bon, vous savez que si un objet était à une année-lumière de nous, ça prend une année à la lumière de cet objet, une année pour que la lumière de cet objet-là nous parvienne. La lumière la plus ancienne qui nous a été envoyée date d'environ 13,7 milliards d'années, qui est la date de ce qu'on appelle le Big Bang. Mais depuis ce temps-là, l'univers est aussi en expansion, donc l'univers s'est largement gonflé. Tout ça pour dire que les objets qui ont émis de la lumière il y a environ 13 milliards d'années sont aujourd'hui environ 45 milliards d'années-lumière de nous. C'est vertigineux, là, ça. Alors ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les dimensions de l'univers observable. Le plus loin, les objets les plus loin qu'on voit sont au plus à 45 milliards d'années-lumière. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus loin? Ça, c'est de la pure spéculation. On n'a aucune indication pour cela, mais ça n'empêche pas, bien sûr, les gens de spéculer là-dessus. Mais donc, dimension de l'univers observable, 45 milliards d'années-lumière. Une question sur laquelle, une question parmi de frontières encore que les gens se posent beaucoup, c'est est-ce qu'il y a, depuis longtemps, est-ce qu'il peut y avoir de la vie ailleurs? Est-ce qu'il peut y avoir non seulement de la vie, mais des êtres rationnels ailleurs? Bien, pour ce qui est des êtres rationnels, on ne saura peut-être pas bientôt, mais probablement que s'il y a de la vie ailleurs, on risque de le savoir. Il y a de bonnes chances qu'on le sache dans les décennies qui vont venir. Vous avez entendu parler des exoplanètes, de la découverte des exoplanètes. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui se déplacent autour d'autres étoiles que le Soleil. La première exoplanète, véritablement, a été découverte il y a une vingtaine d'années, mais depuis ce temps-là, on en a découvert des milliers. Il y en a plus que 2000 qui sont confirmés. Alors, on sait donc que de nombreuses étoiles, probablement la majorité des étoiles ont des planètes. Évidemment, ces planètes-là ne peuvent certainement pas toutes supporter la vie, parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop chaudes, il y en a qui sont beaucoup trop froides, etc. Mais il y a sans doute probablement une certaine proportion des exoplanètes qui ont des conditions qui pourraient faire qu'ils supportent la vie. Les principales conditions qui peuvent supporter la vie, on pense, c'est l'existence d'eau liquide et l'existence d'oxygène. Et ça, si certaines exoplanètes ont de l'eau liquide ou d'oxygène ou des températures permettant de soutenir l'eau liquide, on risque de le savoir d'ici probablement 10 ou 20 ans, en particulier à cause des appareils du télescope James Webb là, qui va être lancé d'ici quelques années, qui va remplacer le télescope Hubble et qui va pouvoir probablement détecter les atmosphères d'exoplanètes si certaines en ont. Donc, s'il y a de la vie ailleurs sur des exoplanètes d'étoiles relativement rapprochées, on va probablement en avoir une bonne idée, peut-être d'ici 10 ou 20 ans, si on n'est pas trop malchanceux. Bon, le temps passe. Bien sûr, d'autres questions que les humains se sont posées depuis très longtemps, c'est la question des origines. La science a fait énormément de progrès, à la fois sur la question des origines de l'être humain, des origines
de la Terre, des origines de l'univers. Je n'ai pas le temps d'entrer vraiment en détail là-dedans, mais pour ce qui est des origines de l'être humain, il y a eu des progrès de l'archéologie. Il y a eu beaucoup de progrès importants de l'archéologie depuis certaines décennies, et il y a eu plusieurs progrès aussi de la génétique qui ont permis d'élucider bon nombre de questions à propos des ancêtres des humains. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de séquencer le génome de certains ancêtres, non seulement des humains et des animaux, mais de certains ossements. Par exemple, l'homme de notre cousin le plus proche, l'homme de Néandertal, on a réussi à séquencer son génome. Alors ça fait qu'on est de plus en plus, on connaît de plus en plus de choses sur la séquence, la phylogénie de l'espèce humaine. Mais il y a des questions importantes sur lesquelles on a relativement peu progressé. Par exemple, on a encore une méconnaissance de l'origine de la pensée symbolique. Quand est-ce que la pensée symbolique est apparue chez les ancêtres de l'espèce humaine? Quand est-ce que le langage est apparu? Ce sont des choses sur lesquelles on a pour l'instant très peu d'indices. On sait, c'est-à-dire on a beaucoup progressé aussi sur des questions comme l'origine de la Terre ou du système solaire. Il n'y a pas si longtemps, mais encore au 17e siècle, on utilisait pour l'histoire de la Terre une chronologie qui était largement une chronologie biblique. Et c'était entre autres parce qu'on n'avait rien de mieux, il y avait rien au 17e siècle qui laissait croire que la chronologie biblique n'était pas vraisemblable. Bon, au 19e siècle, avec l'étude de la sédimentation, avec l'étude du refroidissement de la Terre, du refroidissement séculaire de la Terre, avec aussi la théorie de l'évolution qui nécessitait des longues périodes de temps pour justement faire les lents changements des espèces. On s'est rendu compte que la Terre avait un âge beaucoup plus avancé, âge qui s'est vraiment précisé avec la datation radioactive dans la première moitié du 20e siècle, ce qui nous permet de dire aujourd'hui, de façon assez précise, que le système solaire a environ 4,55 milliards d'années et que la Terre a peut-être environ 50 millions d'années de moins, c'est-à-dire environ 4,5 milliards d'années. Donc on est assez précis sur non seulement le moment d'origine de la Terre et du système solaire, mais aussi les événements qui ont pu amener à ça. Et bien sûr aussi, on a une très bonne idée aujourd'hui en tout cas de l'origine de l'univers, ou en tout cas d'un point d'origine de l'univers. Il y a de nombreuses évidences qui laissent croire que l'univers vient d'une certaine période où il est extrêmement condensé. C'est la théorie qu'on appelle la théorie du Big Bang. Il y a plusieurs évidences ou plusieurs confirmations, plusieurs faits qui tendent à aller vers la théorie du Big Bang, c'est-à-dire le fait d'abord que toutes les galaxies s'éloignent à des vitesses proportionnelles à leur distance, d'une part, et le fait aussi que la théorie du Big Bang donne lieu à l'existence d'un rayonnement universel qui est détecté aujourd'hui sous la forme de rayonnement micro-ondes. Il y a bon nombre de détails de la théorie du Big Bang qui ne sont pas encore tout à fait bien compris. Il y a toutes sortes de spéculations. Est-ce qu'il a pu arriver des choses avant le Big Bang ou est-ce que c'est un début absolu? Là-dessus, il y a des spéculations sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise. Mais on a quand même aujourd'hui, donc à la question « Quelles sont nos origines? » il y a quand même un certain nombre de réponses passablement précises qui sont tranquillement évoluées avec l'évolution de la science et sur lesquelles la science donne aujourd'hui un certain nombre de réponses. Bon, ces réponses-là ne sont certainement pas définitives. Si quelqu'un fait une conférence à ce cercle-ci dans 50 ans, il va sûrement arriver avec des réponses, avec des nuances importantes par rapport à ce que j'ai dit, mais je crois qu'il y a un bon nombre de progrès, quantité de progrès qui ont été faits. Est-ce que ces réponses-là sont satisfaisantes maintenant? Ça, c'est à chacun de répondre pour soi. Alors, je vous remercie. Donc, alors, vous avez deux questions. La première question, c'est
que vous avez dit que l'univers observable de 45 milliards d'années-lumière. Par contre, on sait aussi que quand on regarde de loin, on regarde tôt. Ainsi, on sait à peu près que le Big Bang date de 13 milliards moins 7 d'années-lumière. Alors, quand vous dites l'univers observable, c'est pas un univers observé. C'est la question? Oui. C'est l'univers potentiellement observé. C'est l'univers qu'on observerait si on avait des télescopes suffisamment puissants. D'accord. Donc, c'est plus une déduction qu'une observation. Ben, c'est un genre de limite aussi. Mais, je dirais que les galaxies, les premières galaxies qu'on observe sont probablement datent d'à peu près 7 ou 800 millions d'années après le Big Bang, donc il y a 13 milliards d'années. Et celles-là, elles ne sont pas à 45 milliards d'années-lumière, elles sont probablement à 42, 43. Mais si on pouvait remonter jusque très proche du Big Bang, là, on irait proche ce qui est présentement à 45 milliards d'années-lumière. Deuxième question. Oui. Remarquez que je ne comprends pas toujours votre réponse, mais sans doute ici, il y en a plusieurs qui la comprennent. Peut-être qu'on va revenir sur cette remarque-là, à savoir le Big Bang de 13 milliards moins 7 d'années, alors que vous dites que l'univers observé de 45 milliards. La raison, c'est que l'univers est en expansion. Oui. C'est ça. Mais justement, est-ce qu'actuellement, on est équipé pour voir Les galaxies qui sont c'est à quoi c'est trop pour moi, on ne pourra pas t'enregistrer. Fait que ceux qui vont regarder la conférence, ils ne comprendront pas l'histoire. C'est ça la question. Mais de toute façon, je vais passer à la deuxième. Allez-y. La deuxième, ça concerne les limites de la science. Il y a des scientifiques un peu philosophes, je pense à un nommé Kant, un japonais américain, qui écrit un livre qui s'appelle La physique de l'impossible, qui prétend avec d'autres qu'il n'y a pas de limite en science, il n'y a pas de limite en technologie. Ce qu'on considérait comme étant des limites actuelles serait peut-être dépassé éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de voir les choses, à savoir que la science et la technologie seraient illimitées? En principe, c'est très difficile de donner une limite absolue. Là. Je dirais que par exemple, les limites méthodologiques, à partir du moment où la science choisit d'expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles, si jamais il y avait des causes qui n'étaient pas naturelles, il y avait des causes surnaturelles, la science ne les expliquerait pas. Mais c'est un choix. La science s'attache aux causes naturelles. Donc, si vous voulez, il y a des limites méthodologiques qui sont... C'est un peu la règle du jeu que les gens se font. Maintenant, pour ce qui est des limites technologiques, effectivement, c'est sans doute difficile de poser de façon absolue, de poser quoi que ce soit comme étant une limite absolument infranchissable. Dans l'état actuel de la science, on pense que la vitesse de la lumière, c'est une limite qu'on ne peut pas dépasser. Est-ce que dans 100 ans, la science aura évolué de telle manière que ça ne sera plus une limite? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas impossible que la vitesse de la lumière reste une limite infranchissable. On ne peut pas en être assuré. C'est une limite infranchissable dans l'état actuel de la science. Est-ce que ça va changer ou non? Je ne pense pas qu'on puisse le dire. Je reviens avec votre première question parce que c'est quand même important. Effectivement, quand on entend ça, ça a l'air un petit peu curieux de dire mettons, les galaxies dont j'ai parlé, là, qui ont été formées 7 ou 800 millions d'années après le Big Bang, nous ont envoyé leur lumière il y a 13 milliards d'années. Alors, si aujourd'hui elles sont à 40 milliards d'années-lumière, ça semble dire que leur lumière a voyagé plus vite que la vitesse de la lumière, parce qu'elle a fait 40 milliards d'années-lumière en 13 milliards d'années. Pourquoi ce n'est pas le cas? C'est parce qu'en réalité, étant donné l'univers, l'expansion de l'univers, c'est un peu comme
c'est un peu comme l'expansion d'un ballon. Imaginez-vous que vous avez un ballon avec des points marqués sur le ballon, puis ce ballon-là gonfle. Alors, si le ballon gonfle, les points, la distance entre les points va augmenter. Pourtant, localement, sur la surface du ballon, les points ne bougent pas. Les points sont immobiles à la surface du ballon. Mais à cause du fait que le rayon du ballon augmente, la distance entre les points augmente. Alors, c'est ça un peu ça qui se passe dans l'univers. C'est-à-dire que localement, les galaxies sont essentiellement, pas immobiles, mais localement, les vitesses des galaxies sont relativement faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Mais étant donné que l'univers est en expansion, bien, la distance entre les galaxies augmente sans que les galaxies ne bougent par rapport, ne bougent localement. Une sous-question, excusez-moi, c'est que la vitesse de la lumière est une constante, est une limite. Est-ce que la vitesse de la dilatation serait semblable en deçà ou au-delà de la limite de la vitesse de la lumière? C'est-à-dire, si vous mesurez la vitesse de la dilatation, justement, en vous posant la question, si vous mesurez la distance entre deux galaxies de façon irréaliste, mais claire, en mettant des étalons-mètres d'une galaxie à l'autre, vous mettez des étalons-mètres d'une galaxie à l'autre. Aujourd'hui, les deux galaxies sont, mettons, à 1 million d'années-lumière. Bon, dans X milliards d'années, leur distance va avoir augmenté au sens où il y aura plus d'étalons-mètres. Alors, si vous mesurez en termes du nombre de ces de la différence de ces étalons-mètres-là par seconde pour deux galaxies extrêmement éloignées, cette différence-là est plus grande que la vitesse de la lumière. Et ça ne veut pas dire que les galaxies bougent à une vitesse plus rapide que la lumière, parce que les galaxies sont localement immobiles. La distance change parce que le ballon gonfle, pas parce que les galaxies bougent. Le gonflement du ballon, à quelle vitesse? Ah, ça varie. Bonne question également, parce que ça, c'est une... on pensait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que l'expansion de l'univers se ralentissait. Et on avait de bonnes raisons de penser ça, parce que, étant donné que tout ce qu'il y a dans l'univers, ça exerce une force gravitationnelle sur tout ce qu'il y a, toutes les galaxies exercent les unes sur les autres une force gravitationnelle. La force gravitationnelle, ça a tendance à faire s'attirer les choses. Alors, on pensait que cette force-là faisait en sorte que l'expansion de l'univers diminuait. L'univers continuait à être en expansion, mais à des vitesses de moins en moins grandes. Or, ce qu'on a observé en 1997, c'est qu'au contraire, l'expansion de l'univers, présentement, s'accélère. Et s'accélère depuis environ 5 milliards d'années. C'est-à-dire, au début, dans les 8 premiers milliards d'années de l'univers, l'expansion décélérait, mais depuis environ 5 milliards d'années, elle se met à accélérer. C'est-à-dire qu'il y a une force, c'est ça qu'on appelle l'énergie sombre, une force répulsive dans l'univers, très forte, qui tend à accélérer l'expansion. Oui, plusieurs questions, mais il y en a qui vont passer avant d'autres. André et ensuite Judith Cohen, puis ensuite il y a trois mains qui sont en même temps. Liliana, la dame que je ne connais pas, totalement en arrière, madame. Pauline. Madame Pauline. OK, ensuite il y a Raphaël. Je ne m'en souviendrai pas, mais c'est les deux premiers là. Vous avez répondu presque à la question, à ma prochaine question. Les galaxies vont en s'éloignant d'un point central. Mais est-il possible que ce soit un mouvement de pulsion qui ait un certain temps d'expansion et un certain temps de contraction? OK, alors... Les penseurs qui ont la théorie. Bon, alors la question, c'est de savoir si les galaxies s'éloignent, est-ce qu'elles pourraient aussi éventuellement se rapprocher? Est-ce que ça pourrait être... il pourrait y avoir une phase de rapprochement? Un mouvement de pulsion. De pulsion, d'oscillation. OK, bon. Effectivement, la question de savoir, est-ce que l'expansion de l'univers va un jour s'arrêter, auquel cas l'univers va se recontracter? C'est une question qui était actuelle il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il semble que l'expansion va se poursuivre toujours. Mais c'est très préliminaire comme résultat. Les données les plus
probantes aujourd'hui ont l'air à dire que l'expansion va se poursuivre pour toujours. Cependant, il y a des... C'est pas impossible, autrement dit, c'est pas physiquement impossible que, eu égard à certaines conditions de l'univers, qu'il y ait aussi éventuellement une phase de contraction. Mais là, les conditions, comme on les mesure actuellement, semblent pointer vers une expansion perpétuelle. Mon autre question, c'est que ça concerne le refroidissement. Est-ce que c'est encore un mouvement, un cycle de réchauffement et de refroidissement de la planète, par exemple, quand la calotte polaire diminue et un jour, le mouvement va s'inverser et ça va continuer. Là, vous parlez du réchauffement climatique sur la Terre. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup à travers les millénaires et les millions d'années. Il y a eu plusieurs phases de réchauffement, de glaciation et tout ça. Sauf que ce qui est très établi avec beaucoup de confiance, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie du réchauffement qui est produite par l'activité humaine et qui vient de l'augmentation essentiellement du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, quels que soient les cycles de réchauffement ou de refroidissement qu'il puisse y avoir, cet élément additionnel-là amène un réchauffement supplémentaire significatif. Madame Judith Cohen. En parlant des limites de la science, et en reconnaissant que c'était probablement une arnaque scientifique, une arnaque scientifique, je me demande si vous pourriez nous parler un peu de la fusion froide, cold fusion. Oui, mais la fusion froide, c'était, en fait, c'est il y a probablement une vingtaine d'années que certains chercheurs avaient pensé pouvoir effectuer ce qu'on appelle la fusion nucléaire, là, sans avoir... Bon, pour mettre un peu en contexte, la fusion nucléaire, c'est ce qui est à l'origine de l'énergie des étoiles, en particulier l'énergie solaire. Le Soleil, l'énergie que le Soleil nous envoie, il l'attire de la fusion de noyaux, essentiellement de noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium, qui libèrent une grande quantité d'énergie. C'est ça qu'est la fusion. La fusion nucléaire, c'est prendre de petits noyaux, les fusionner ensemble pour en faire des plus gros, puis ça libère de l'énergie. Alors, il y a beaucoup de projets scientifiques depuis plusieurs décennies qui visent à réaliser en laboratoire la fusion nucléaire en justement réchauffant certaines substances à des températures énormes et en faisant en sorte que cette fusion-là des noyaux se produise. Maintenant, il y a une vingtaine d'années, il y a quelques chercheurs qui ont prétendu pouvoir réaliser cette fusion-là, prendre de petits noyaux et en faire de plus gros, sans avoir à utiliser les températures de plusieurs millions de degrés qui sont comme celles à l'intérieur du Soleil. C'était des chercheurs sérieux, évidemment, au départ, mais le résultat n'ont pas pu être reproduit. Et aujourd'hui, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord qu'effectivement, ces résultats-là n'ont pas été reproduits et donc ne sont tout simplement pas valables. Mais ce n'était pas une fraude. C'était des chercheurs compétents qui ont cru observer quelque chose, mais qui se sont trompés parce qu'effectivement, même les bons chercheurs se trompent. Merci. Okay. Madame Liliana Russe. Oui. Ensuite, Madame Pauline. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour avoir rendu compréhensible, en tout cas dans les grandes lignes, un domaine qui me paraît complètement inabordable à mon niveau, le rendre même attirant, pour ne pas dire sexy, la physique, là, qui est vraiment quelque chose d'assez complexe. Moi, je voulais déplacer un peu le sujet, là, pas nécessairement dans le sens de parler d'autre chose, mais la science, c'est quand même un tout, un ensemble, ça ne se limite pas uniquement à la physique. Alors, je me posais la question, est-ce qu'une des limites de la science ne serait pas aussi sa prétention de pouvoir tout expliquer? Même les phénomènes qui ne sont pas nécessairement d'un déterminisme absolu, d'un rationalisme absolu, la liberté humaine. Présentement, les neurosciences, auxquelles je fais référence dans le fond, personnellement, je trouve un peu abusive
de la part des scientifiques de prétendre que beaucoup de phénomènes qui relèvent de l'intériorité, d'une forme de chaos intérieur aussi de l'être humain, d'une forme de liberté, des goûts, des affinités, ils ont cette composante complètement matérialiste, déterministe, dont la science veut nous faire accroire. Et je me demande si ce n'est pas effectivement à ce niveau-là une autre limite de la science de vouloir tout rendre explicable, et ce déterminisme absolu n'est-il pas une autre limite de la science? Voilà, c'était ma question. Le déterminisme absolu. Le déterminisme de la science, cette prétention de vouloir tout expliquer d'une façon rationaliste, substantialiste, déterminisme n'est-il pas vraiment, quand il s'applique à des phénomènes d'autre ordre que la physique, l'univers, n'est-il pas une limite de la science? Bien, c'est-à-dire que je ne sais pas si la science a la prétention de tout expliquer. Probablement que certains scientifiques ont plus de prétention d'expliquer beaucoup de choses que d'autres, mais j'ai quand même signalé des situations où, à mon sens, la science n'a pas grand-chose à dire. Comme, par exemple, en éthique, à mon avis, la question des valeurs, la science ne répond pas aux questions des valeurs. Qu'est-ce qui fait que telle chose a une valeur? Qu'est-ce qui fait que telle chose est bien, que telle chose est juste? À mon sens, ce n'est pas la science qui répond à ça. Alors, c'est une autre préoccupation que la préoccupation scientifique. Bien sûr, il y a des scientifiques qui peuvent se poser ces questions-là, mais la science comme telle ne s'attache pas aux questions de valeur, à mon sens. Maintenant, pour ce qui est des neurosciences et tout ça, je ne suis pas du tout un neuroscientifique, et il faut voir justement jusqu'où la science, qu'est-ce que la science pourra expliquer, qu'est-ce qu'elle ne pourra pas expliquer. Il y a sans doute un certain nombre de choses dans le comportement neurologique que la science peut expliquer, probablement aussi un certain nombre de choses qu'elle n'expliquera jamais. Mais certainement, c'est de bonne guerre que les scientifiques essaient d'appliquer la méthode scientifique le plus profondément possible pour voir jusqu'où elle peut aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Madame, Roger, tu voulais poser la question? C'était Madame Pauline, derrière, qui avait fait la main. Bonsoir, Dr. Machito. Je vais vous remercier. Je ne vous entends pas, Madame. Parlez dans le micro. Merci, Dr. Machito. C'est la troisième conférence que j'assiste. Et si vous, conférencier, je vous remercie. Est-ce que vous entendez, Dr. Machito? Pas très bien. Pas très bien. La meilleure façon de parler, c'est quand le micro est horizontal. Comme ça? Oui. Merci. Je vous remercie. Ça fait 3 conférences que j'assiste, que c'est vous qui êtes le conférencier. Je vous remercie de m'instruire. Maintenant, je voudrais savoir, quand les hommes de science parlent de l'univers, est-ce qu'il y a plusieurs univers où on parle de l'univers que nous, les humains, pouvons analyser et comprendre? Ma deuxième question, c'est est-ce que, d'après vous, le Big Bang peut avoir existé plusieurs fois dans l'immensité? Parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on connaît réellement la dimension de l'univers? Très bien. Merci des questions. Alors, comme j'indiquais tout à l'heure, l'univers observable, l'univers en principe observable de l'ordre de 45 milliards d'années-lumière. Est-ce qu'il y a d'autres univers hors de ça? On ne le sait pas, ce qui n'empêche pas les gens essentiellement de spéculer, parce qu'il y a différentes théories qui envisageraient de façon assez positive l'existence d'autres univers complètement séparés du nôtre. Par exemple, il y a la théorie inflationnaire en cosmologie, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler de ça. Une approche assez populaire du Big Bang, c'est que peu de temps après le Big Bang, il y a eu une période où une fraction de l'univers s'est agrandie exponentiellement. C'est comme une bulle qui s'est énormément agrandie, mais il y a pu aussi avoir d'autres bulles ailleurs qui se sont aussi agrandies et qui ont formé des univers distincts. Tout ça, c'est de la spéculation et c'est difficile je dirais, de vérifier ça ou d'avoir une opinion bien claire là-dessus, mais c'est certainement des choses, des questions sur lesquelles auxquelles les gens s'intéressent.
Et pour ce qui est aussi de la question des multiples Big Bang, effectivement, il y a aussi des approches qui ont pensé qu'avant notre Big Bang, il y a eu une phase de contraction. Il y avait un univers qui existait avant notre Big Bang, puis il y a eu une phase de contraction, d'où est issu ce Big Bang-là. Mais encore là, c'est des choses qui sont extrêmement spéculatives, mais les astrophysiciens réfléchissent à ce genre de choses-là. Encore autre, pour ce qui est des univers multiples aussi, bien sûr, ceux qui sont un peu familiers avec la théorie quantique, une des interprétations de la théorie quantique, c'est qu'elle produit un grand nombre d'univers multiples. Tout ça, c'est du domaine des possibilités, mais c'est très spéculatif. Ensuite, c'est M. Philippe Dussol, puis ensuite, ça sera moi. Oui. Ensuite, ça sera vous. C'était juste, je me demandais si ce serait intéressant de dire quelques mots sur l'intrication quantique qui renverse nos valeurs, nos principes les plus, on pense, les plus sacrés, comme le principe de la qualité. Ouais. À moins que ça aille trop... Non, en fait, ce à quoi Philippe fait référence, c'est que l'intrication quantique, c'est que des systèmes quantiques, des systèmes atomiques, par exemple, qui ont interagi à un certain moment, peuvent être séparés à des distances arbitrairement grandes. En pratique, expérimentalement, on le fait sur plusieurs centaines de kilomètres, et garder néanmoins une certaine forme de lien qui fait en sorte que ces systèmes-là présentent des corrélations inexplicables en termes d'une référence à une cause commune. C'est un peu technique, là, mais c'est des corrélations qui sont tellement fortes qu'elles ne peuvent pas être expliquées par une information qui serait donnée aux particules au moment de leur émission. Ça, c'est ce qui donne lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la cryptographie quantique, entre autres, et d'autres développements comme ça. Mais ce sont des caractéristiques de la théorie quantique très contre-intuitives, mais qui semblent maintenant bien vérifiées expérimentalement. Alors, c'est à mon tour. Quelques remarques, et c'est pour vraiment des questions, mais je voudrais avoir des réactions là-dessus. En général, quand les scientifiques vieillissent, ceux qui ont fait peut-être les plus grandes découvertes, ils disent il y a de plus en plus de questions. Plus j'avance, plus il y a de mystères, plus il y a de choses que je connais moins, que je ne connais pas. Parce que j'ai déjà découvert beaucoup de choses, mais il y a encore plus à connaître. Ça semble un peu contredire l'affirmation au début que vous avez faite, qu'il y a moins de choses inconnues maintenant. Vous réagirez, je vais peut-être interpréter dans un sens. En ce qui concerne l'évolution des rapports entre science et religion, les conflits actuellement qu'on mentionne sont très récents. Alors, si on donne à l'être humain une conscience depuis, ou un langage depuis 200 000 ans, 300 000 ans, c'est même pas 1% ou 1/1000 de l'histoire de la religion qui est en conflit avec les données scientifiques. Au contraire, c'est toujours la religion et toutes les explications du monde sont toujours la science ou les sciences et des explications de la Terre qui est par rapport aux océans ou d'autres formes aquatiques. Il y en a des centaines et sont aussi valables que celles de Thalès, que l'on dirait plus scientifiques. Et il n'y a pas de conflit. Pendant des siècles et des siècles, les plus grands savants, astronomes, mathématiciens, étaient des gens qui adhéraient passablement à une idée religieuse dominante à leur époque. Dans un des courants de l'hindouisme, puis on trouve ça dans le bouddhisme, c'est une théorie atomiste de l'univers. Et dans le bouddhisme, ça c'est plus connu. Malheureusement, l'hindouisme, c'est pas connu, mais le bouddhisme, c'est l'agrégation de choses temporaires qui créent des illusions. Ça ressemble beaucoup à Démocrite. Démocrite ne prétend pas expliquer le monde. Il veut nous éloigner de nos sensations pour entrer à l'intérieur et obtenir la paix de l'âme.
C'est pas une doctrine scientifique démocrite, ni Lucrèce, ni Épicure. C'est le grand doute qui sort de ça. Parce que ces agrégations de particules sans qualité, les atomes n'ont pas de qualité, créent un monde qui est incertain, qui est toujours illusoire. Dans le fond, on ne sait jamais à quoi on a affaire, et l'important, c'est d'être à l'intérieur. Bon, ça, c'est des détails d'histoire philosophique, puis ça se discute, l'atomisme. Fait que première chose, normalement, on devrait se poser plus de questions quand on sait plus de choses. Deuxième chose, dans l'histoire des religions, dans l'histoire de l'humanité, il y a très peu de conflits, et c'est assez récent, et vous les avez bien soulignés. C'est à propos des interprétations littérales ou littéralistes de certains textes sacrés. Ça, c'est historiquement indiscutable. Les réactions sur ces points-là, s'il vous plaît. OK. D'abord, pour ce qui est de ce qu'on connaît, je suis tout à fait d'accord que ce que l'on ne connaît, qu'il y a de plus en plus de choses que l'on ne connaît pas. Je n'ai pas dit qu'il y a de moins en moins de choses qu'on ne connaît pas. Je dis qu'il y a de plus en plus de choses que l'on connaît. Mais il y a encore aussi de plus en plus de choses que l'on ne connaît pas. Alors, l'ensemble de tout l'inconnu augmente beaucoup. À l'intérieur de cet ensemble de tout l'inconnu, je pense que l'ensemble du connu augmente lui aussi. Alors, donc, ça c'est un peu mon commentaire sur la première remarque. La deuxième remarque, il y a quelque chose chez les philosophes, les penseurs milésiens, à mon sens, qui est très différent de tout ce qui s'est fait dans les mythes auparavant. C'est que non seulement les milésiens ont proposé des causes naturelles aux phénomènes naturels, mais ils ont aussi discuté les uns les autres. Ils ont aussi fait des objections les uns aux autres. Par exemple, Thalès dit que, justement, la Terre est supportée par un océan. Mais son successeur Anaximandre lui demande, oui, mais l'océan, qu'est-ce qu'il supporte? Une belle question, ça. La Terre est supportée par un océan, d'accord, mais qu'est-ce qui supporte l'océan? Et Anaximandre dit, non, non, la Terre n'est pas supportée par un océan. La Terre est au centre de l'univers, elle est au milieu de tout, et elle tient en place justement parce qu'elle est au milieu de tout, et qu'elle n'a pas plus de raison d'aller à droite qu'à gauche, en haut, en bas, quoi que ce soit. Donc, il répond, il fait une objection à Thalès, et il fait une réponse à ça. Anaximandre encore dit à Thalès, tu nous dis que l'eau est l'origine de tout. Comment t'expliques le feu? Le feu, c'est l'opposé. Et là, Anaximandre essaie d'amener la théorie de la Péronne avec les éléments qui en conflit à l'origine de tout ça, encore là, pour essayer de répondre à Thalès. Dans les mythes anciens, les mythes égyptiens, babyloniens, tout ça, à ma connaissance, on ne discute jamais d'un mythe à l'autre. Il y a un mythe qui est proposé et les gens ne disent pas « Ah oui, mais toi, tu as proposé ce mythe-là, mais mon mythe à moi est meilleur pour telle et telle raison. » Il n'y a pas ce genre de discussion-là. Ce genre de discussion-là, ça commence avec les philosophes milésiens. Et ça aussi, c'est une grande, grande caractéristique de la science. Il reste la question en général de l'évolution des religions. Et ce que vous avez affirmé, c'était que c'est fréquent l'opposition entre science et religion. Et c'est historiquement inexact. Ça a été très rare depuis 100 000 ans. Mais depuis quelques siècles, oui. Oui, oh, d'accord. Alors, mettons, sûrement depuis, bon, évidemment, un des cas spectaculaires, c'est l'héliocentrisme. Il y a eu la théorie de l'évolution aussi. Oui, l'opposition s'est faite effectivement à mesure que la science s'est développée. Je suis d'accord pour les 100 000 ans précédant ça. Et là, je me souviens pas qui est le suivant. Voici une peut-être curieuse question. Quand j'avais 15 ans, ou à peu près 15 ans, nos profs nous parlaient de notre rapport à la science en termes de désir de connaître, désir de savoir. On parlait que de ça. Jamais on a parlé du désir de ne pas savoir. Or, on s'aperçoit que cela existe. Les chefs, les grands chefs populistes comme Donald Trump ont découvert qu'ils peuvent exploiter ce genre de désir-là. Désir de ne pas savoir. Est-ce que ce ne serait pas une des limites de la science, c'est-à-dire ralentissement de la science, le fait qu'il y a une sorte de pulsion entre désir de savoir et désir de ne pas savoir?
certainement, si la plupart des gens désirent ne pas savoir, ça va être quelque chose qui va sérieusement limiter le progrès de la science. Mais c'est un trait sociologique, c'est pas un trait scientifique. Il reste que la science, comme telle, cherche à connaître de plus en plus. Maintenant, est-ce que les humains participent à cette aventure-là, ce désir-là? C'est une question qui est largement sociologique, mais c'est sûr que s'il y a de moins en moins de gens, ou moins de gens qui sont proches du but scientifique de comprendre de mieux en mieux, ça va faire en sorte que la science va avancer moins rapidement. Monsieur Migaud? Oui. Quand vous parliez tantôt là, de l'affaire de Thalès, qui disait que c'était soutenu, comment nous était soutenu, tout le monde sait que c'est la bonne tortue. Oui. Bon, ma question, c'est le Big Bang. Il y avait une concentration de matériaux, on peut dire, là, avant que c'est ça qui est Parlez dans le micro, j'ai de la misère à vous entendre. Bon, il y avait une concentration de matériaux qui a explosé, qui a fait l'univers. Bon, cette concentration de matériaux-là, est-ce que c'était un ancien univers qui s'était contracté? Ça peut être ça. Donc, il pourrait avoir une situation continuelle d'univers. Ça pourrait être ça. Ça fait partie des hypothèses qui sont émises. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est-à-dire qu'autrement dit, on n'a pas suffisamment de données actuellement pour pouvoir trancher cette question-là. Mais ça pourrait être ça, oui. Une question à laquelle tu as probablement répondu dans les conférences précédentes, mais je n'étais pas là. Fait que la question est celle-ci. Tu disais, la science n'a rien à dire dans le domaine de la science. Ce que je dis, c'est que par rapport à l'éthique, c'est que la science, elle recherche le vrai. L'éthique recherche le bien. C'est la distinction. La science veut, par exemple, cherche comment les atomes fonctionnent. Cherche à élucider la structure atomique, à élucider la structure nucléaire. Avec ça, avec ces découvertes-là, est-ce qu'on va faire des bonnes choses ou des mauvaises choses? Les scientifiques vont avoir une opinion là-dessus, mais c'est pas ça que la science cherche elle-même. Ça, c'est l'éthique qui s'attache à ce programme. La science, elle cherche à savoir comment les choses sont faites. Et une fois qu'on sait comment les choses sont faites, bien sûr, on peut orienter ça vers le bien, vers le mal. Mais ce n'est pas la question que la science s'est posée. Elle s'est posée la question de la vérité. Comment les choses sont-elles faites? À ce moment-là, c'est comme si tu supposais qu'il n'y a pas de science morale. Non, OK, là c'est une question de sémantique. Est-ce que l'éthique, on appelle ça une science? Oui, quand j'ai parlé de science, si j'aurais dû le dire, je parle largement de sciences naturelles. J'aurais dû être plus précis là-dessus. Tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est des sciences naturelles. On parle aussi de sciences humaines. L'éthique est certainement une science humaine. Et oui, en ce sens-là, il y a une science de l'éthique qui peut essayer d'approcher l'éthique de manière rationnelle, bien sûr. Mais la science naturelle, elle, ne se posera pas comme en tant que science, ce genre de questions-là. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, les scientifiques vont se les poser. Mais ce n'est pas le but de la science de déterminer ce qui est bien ou mal. C'est de déterminer ce qui est vrai. Mon problème, c'est que je te demande ce que c'est que la science. Oui. Puis plutôt que de définir, là, tu vas me parler de science naturelle. Oui. Mais ça définit toujours pas. C'est quoi la science dans un contexte comme ça? Bon, c'est pas du tout facile de définir la science, là. Oui, il y en a qui ont dit que la science se définit par ses méthodes. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est donner un certain nombre de caractéristiques de la science qui la définissent peut-être pas exactement, mais qui la circonscrivent. Par exemple, ça c'est toujours vrai, la science cherche à expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles. Ça, c'est caractéristique de la science. Et la science cherche à le faire largement par la méthode expérimentale. C'est-à-dire, non pas par des méthodes
bien sûr, il y a des méthodes spéculatives aussi, mais des méthodes spéculatives qui sont toujours liées ou enracinées dans l'expérimentation. Alors, je dirais que c'est des caractéristiques de la science qui ne définissent peut-être pas... je pourrais en nommer d'autres, là. Une façon de caractériser la science qui, encore là, a certainement pas parfaite, mais qui a eu beaucoup d'influence, puis qui, à mon avis, donne une assez bonne idée, c'est ce qu'on appelle le critère de réfutabilité de Popper. C'est-à-dire que Popper dit qu'un énoncé est scientifique s'il est falsifiable ou réfutable. C'est-à-dire que si on peut concevoir une façon qui pourrait montrer, qui ne le montrera pas nécessairement, mais qui pourrait montrer que cet énoncé-là est faux. Par exemple, si je dis, l'exemple bien simple qui est toujours pris, là, si je dis d'énoncer « tous les signes sont blancs », c'est un énoncé, là, tous les signes sont blancs, cet énoncé-là est falsifiable parce que si je voyais un seul signe qui était jaune, ça ne serait pas vrai que tous les signes sont blancs. Donc l'énoncé est falsifiable. Il pourrait arriver que on peut concevoir une expérience qui montrerait que tous les signes ne sont pas blancs. Et donc, c'est un énoncé qui est falsifiable et, entre guillemets, scientifique, bien sûr, scientifique extrêmement élémentaire. Mais pour Popper, l'ensemble d'une théorie en général, elle est scientifique s'il y a une façon qu'on peut la soumettre à l'expérience et qui, dans le cas où l'expérience donnerait tel ou tel résultat, ferait en sorte que ça contredirait la théorie. Alors, donc, c'est une façon aussi de caractériser la science. Mais c'est loin d'être facile de caractériser exactement la science. Il y a plein de gens qui ont réfléchi beaucoup là-dessus, et je n'ai jamais vu de définition là, qui emporte l'adhésion de tout le monde. Mais il y a un certain nombre de caractères qu'on peut faire, je pense qu'ils la circonscrivent assez bien. Oui, Jean-Marc Corel, tu dis, il te reste 10 minutes, Nancy. Oui. Bon, en science, il y a en tout cas, c'est sûr que là, on peut parler de physique, mais on peut parler de bien d'autres choses, à savoir que la recherche fondamentale, la recherche appliquée, à peu près dans ces deux choses-là. Quand on parle de recherche fondamentale, là, à ce moment-là, autrement dit, c'est comme des recherches scientifiques qui vont servir, qui vont être plus la curiosité du chercheur, qui ne va pas nécessairement, peut-être une fin effectivement en soi, mais pas nécessairement applicable immédiatement dans la réalité industrielle ou peu importe, ou pharmaceutique, ou en tout cas. Mais moi, je trouve que c'est difficile de dissocier effectivement, parce que Normand vient de dire, dissocier la science de l'éthique, puisque de plus en plus, la recherche est financée, tu sais, en quelque part. Elle a été déjà peut-être financée ou pas financée, par exemple, dans l'histoire, comme vous avez très bien fait, l'histoire de qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que l'histoire, durant l'histoire, tu sais, l'Église, entre autres, en tout cas, tout ce qui était religion, pouvait influencer ou d'une façon ou d'une autre la science. Tu sais. Alors, aujourd'hui, c'est plus nécessairement la religion qui va l'influencer, mais ça va être plutôt les compagnies, ça va être plutôt, comme on dit, un débat, entre autres, sur l'éducation. C'est quoi, à quoi doit servir l'éducation, par exemple? Est-ce que ça doit servir l'industrie, ça doit servir de faire des têtes bien faites ou des têtes bien pleines, tu sais? Fait que je ne sais pas, au niveau, comme scientifique, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, il y a pas mal d'affaires dans ma question, mais... J'espère que je n'ai pas donné l'impression de dire qu'il ne faut pas en science que les scientifiques ne doivent pas se préoccuper d'éthique. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Les scientifiques, à mon sens, doivent se préoccuper d'éthique. Et quand ils se préoccupent d'éthique, c'est de l'éthique qu'ils font, ce n'est pas de la science. Et, parce que la question que la science se pose, par exemple, je donne l'exemple du noyau atomique, parce que le noyau atomique, c'est quelque chose qui peut avoir des applications, il peut y avoir des applications très bonnes en médecine nucléaire, des applications terribles avec la bombe atomique. Le scientifique qui fait de la physique nucléaire, comme scientifique, il doit essayer d'élucider le mieux possible les propriétés du noyau. Ça, c'est son but comme scientifique. Maintenant, avec les propriétés du noyau qu'il va élucider, et avec le fait que les gens vont s'apercevoir qu'on va appliquer ces propriétés-là de différentes façons, bien sûr, il faut se poser la question éthique. Probablement que le scientifique lui-même doit se la poser.
Mais quand il fait son travail de scientifique, la question qui se pose, c'est comment fonctionne le noyau? C'est quoi la façon que le noyau fonctionne? Il va donner ces informations-là, et ensuite, à partir de ces informations-là, il y a des débats de société qui vont se former, se faire, pour faire en sorte comment est-ce qu'on applique ça de telle ou telle manière. Mais il ne faut... L'éthique, les jugements éthiques doivent être faits à partir des résultats scientifiques. Mais quand on fait ça, on fait de l'éthique, c'est pas de la science qu'on fait. C'est ce que j'ai essayé de dire. Louis, je te remercie pour ta conférence. Ma question, elle va dans le même sens là, de ce que tu viens de dire, de ce que Jean-Marc Aurel dit. Les chercheurs, certains scientifiques trouvent des faits scientifiques, mais n'ont aucune conscience des conséquences de leur découverte. La radioactivité en est un très bon exemple. Un exemple plus contemporain de nos jours, c'est toute l'industrie des organismes génétiquement modifiés, par exemple. Les scientifiques sont capables de jouer avec la génétique actuellement, mais n'ont aucune, en tout cas, ont très peu de connaissances sur les conséquences de manipuler génétiquement les aliments, les gènes des êtres vivants, et ainsi de suite. Il me semble que ça constitue véritablement une limite de la science, ça, à l'effet que le chercheur, le scientifique est hyper spécialisé dans son domaine, mais n'a pas les connaissances pour juger si sa recherche va avoir des conséquences extrêmement négatives, tout comme des conséquences très positives aussi. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Je pense que factuellement, il y a effectivement des scientifiques qui ne réfléchissent pas beaucoup ou qui ne sont pas particulièrement intéressés à réfléchir aux conséquences de leur découverte. Il y a d'autres scientifiques qui sont très intéressés à y réfléchir, ça dépend des individus. Mais c'est certainement une limite de la science, je l'ai indiqué, science versus éthique. Il y a une frontière, parce que l'un cherche le vrai, l'autre cherche le bien. Mais je redis encore que c'est des interrogations et des questions humaines et sociétales fondamentales qu'il faut se poser sur quelles sont les conséquences de tel ou tel usage, de telle ou telle application scientifique. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais le scientifique qui fait ses expériences, à mon sens, lui, comme scientifique, il doit chercher à comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est en comprenant le mieux possible comment ça fonctionne qu'on va pouvoir le mieux déterminer les conséquences envisageables. On est rendu au deuxième tour. Je ne me souviens pas si Mme Aglaé a déjà parlé, parce que vous, c'est le premier tour, vous avez priorité. Ça me fait penser à Leonardo da Vinci, il avait su inventer comment travailler sous l'eau, comment créer un espace sous l'eau, donc un navire sous-marin, merci, et il a écrit qu'il trouvait les hommes trop méchants pour qu'ils publient ça, qu'ils élaborent cette invention. Alors, c'est l'éthique qui a pris le dessus, même avant que la recherche était finie. Effectivement, ça c'est une question intéressante. On peut se poser la question, est-ce qu'on devrait empêcher certains types de recherche? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il y a certains types de recherche qu'on devrait rendre illégales? C'est une question éthique et à laquelle je n'ai pas nécessairement de réponse et à laquelle plusieurs gens pourraient avoir des réponses différentes, mais il y a une observation qu'on peut faire cependant. Si on interdit tel type de recherche scientifique quelque part, c'est très peu probable qu'on réussisse à l'interdire partout. Je donne l'exemple que le président Bush, George W. Bush Jr., a interdit aux États-Unis la recherche sur les cellules souches provenant d'embryons humains. Bon, c'est-à-dire, il n'a pas interdit la recherche, il a interdit que les fonds fédéraux de recherche aillent à ce type de recherche-là. Bon, alors donc, il
il a posé un geste éthique de dire, moi, ce type de recherche-là, je ne veux pas que les fonds fédéraux la subventionnent. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plusieurs équipes de recherche américaines qui ont tout simplement déménagé et qui sont allées faire de la recherche ailleurs. Alors, c'est très difficile d'empêcher la recherche. On peut l'empêcher momentanément à certains endroits, mais supprimer un type de recherche partout et toujours, c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on devrait le faire ou non? La question se pose, mais c'est certainement très difficile. Un peu dans le même sens, et je fais du pouce sur l'intervention de Jean Martorell aussi, les scientifiques aujourd'hui travaillent dans des laboratoires extrêmement sophistiqués qui coûtent très cher et ils ont besoin de subventions, soit de l'État ou soit des grandes compagnies. Et les scientifiques, entre eux, font des compétitions, se compétitionnent pour avoir le plus de subventions possible pour pouvoir poursuivre leur recherche. Or, les compagnies pharmaceutiques les aident énormément. Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est là un danger, que tôt ou tard, la science devienne politique, ou elle soit entachée d'un utilitarisme, ou encore contrôlée d'une certaine façon par les grandes compagnies multinationales. La question, dans le fond, c'est est-ce que le danger existe vraiment? Ah, il y a certainement un danger que les pourvoyeurs de fonds, il y a toutes sortes d'organismes qui subventionnent la recherche scientifique. Évidemment, d'abord, il y a les pouvoirs publics, essentiellement les gouvernements. Les principaux, c'est les gouvernements, les industries et les fondations. Les gouvernements, en général, ont une certaine fraction de leurs subventions qui sont données pour de la recherche vraiment libre, c'est-à-dire de la recherche basée uniquement sur la curiosité, mais ils ont aussi une partie de leurs subventions qui sont données pour des recherches appliquées. Ça, c'est les gouvernements. Bien sûr, les compagnies, elles, subventionnent d'abord et avant tout les recherches qui vont dans le sens de leurs intérêts. Et il y a certainement des dangers que, justement, que différentes compagnies subventionnent davantage des chercheurs qui vont plus trouver les résultats qu'ils voudraient avoir, qui aient tendance à supprimer les résultats qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est des dangers, c'est des choses qui se sont produites. Il faut être conscient de ça, effectivement. Et encore là, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est de faire en sorte que les scientifiques soient le plus possible libres de donner précisément les résultats de la recherche. Voici ce que nous avons trouvé. Si telle compagnie pharmaceutique fait une recherche sur tel type de médicament qui a des effets secondaires qu'elle ne veut pas révéler, la façon de corriger ce problème-là, c'est justement de faire en sorte que les résultats de la recherche scientifique soient les plus disponibles et les plus ouverts possibles. Dans la mesure où on saura ce que le chercheur a trouvé, on sera le mieux placé pour prendre la décision. Alors donc, ça, c'est un plaidoyer justement pour l'ouverture de la recherche scientifique. C'est une façon, je crois, de minimiser les problèmes que vous soulignez. Bon, moi aussi, ça va être la deuxième intervention, puis peut-être la dernière, là, parce que le temps est écoulé. J'ai découvert, après avoir réfléchi longtemps sur l'éthique qu'on doit avoir vis-à-vis des sciences, vis-à-vis des techniques. À un moment donné, il m'est aperçu assez clairement qu'il y avait une éthique interne à la démarche scientifique. Et c'est très simple, puis vous avez dit tantôt, par exemple, le chercheur ne faussera pas les résultats, ne mentira pas, sinon il n'est plus scientifique. C'est pas scientifique de donner des faux résultats, de mentir. Le scientifique est une personne, dans son travail, qui adopte une position respectueuse. On soumet aux autres ce qu'on a trouvé, on accepte les critiques, on accepte les vérifications. Ça, c'est le respect des autres, comme on a en société. On ne traite pas une personne comme une chaise, on déplace, on lui parle, on lui demande quelque chose. Et les scientifiques ont par la nature même des sciences, on traite les gens comme des êtres respectables, égaux à nous. On n'en fait pas n'importe quoi. Quand on est dans la démarche scientifique, entre scientifiques, et par rapport au gouvernement, et par rapport au peuple. Donc, souci de la vérité, ne jamais mentir, c'est vraiment un principe éthique. Et il est toujours mis dans l'application. Et dans le respect des autres, c'est pas mal ce qui est le plus fondamental. Et je pense en général, n'importe quel scientifique
cherche toujours le bien de l'humanité. Ce qu'il veut découvrir, c'est pour éclairer les gens. Peut-être que ça va les inquiéter, mais souvent c'est pour apporter plus de vérité, plus de lumière, et beaucoup espéraient plus de paix par des découvertes, et ça c'est moins certain. Mais il y a une sorte de morale intérieure. Je fais juste une petite réaction là-dessus avant que vous donniez votre conclusion. Merci. Effectivement, c'est un bon point. Il y a certainement une éthique de la recherche scientifique que j'aurais tendance à dire la plupart des chercheurs respectent assez bien, même si de temps en temps, ça existe la fraude scientifique, ça existe aussi les relations entre chercheurs qui ne sont pas toujours les plus cordiales. Bon, en général, il y a une éthique, il y a une éthique scientifique, et je pense que cette éthique-là, elle a été comme développée parce que les scientifiques estiment que c'est justement la meilleure façon d'arriver au but de la science qui est de connaître la vérité. Bon, puis un petit bout de conclusion générale terminé. Bon, un petit bout de conclusion, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis si vous avez d'autres questions, je suis encore ici pour un bout de temps, ça va me faire plaisir de répondre. Merci beaucoup. Merci.